Aujourd'hui, on va parler du poids dans notre podcast Le poids de la nuance. C'est-tu pas fantastique? Ça arrive pas tout le temps qu'on peut faire ce jeu de mots-là. Donc, aujourd'hui, on va aborder vraiment le poids et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que c'est vraiment une donnée auquel on peut se fier? Est-ce que c'est vraiment un indicateur de progression? Puis, qu'est-ce qui affecte le poids au quotidien, à la semaine ou même au mois? C'est un épisode qui est super intéressant. On aborde différents scénarios. Alors, je pense que c'est super pratique pour toi. Je te souhaite un super bon épisode. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Le poids, c'est quelque chose qui est assez controversé. C'est chargé d'émotions, mais pourtant, on a tendance à quand même à l'utiliser comme donnée. Et souvent, que l'objectif, ce soit la perte de gras, la recomposition corporelle, la prise de masse musculaire, bien, c'est tout le temps un enjeu auquel on est confronté parce que c'est quand même une mesure de progression. Puis souvent, quand on est confronté aux chiffres sur la balance, on est comme « Hey, mais j'ai pris 10 livres de gras, par exemple, parce que le poids par rapport à il y a 3 mois, il était marqué 10 livres. » Mais est-ce que c'est vraiment ça? Fait qu'aujourd'hui, on va justement parler un peu plus de qu'est-ce que ça veut dire le poids en réalité. Puis justement, je voudrais avoir ton opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, nous, c'est sûr qu'on a une façon de le voir qui est différente parce qu'on travaille là-dedans. Fait que pour nous, c'est rien d'autre qu'une donnée. Par contre, quand tu n'as pas le contexte total du poids, c'est difficile aussi de prendre ça sans émotion. Puis tu l'as dit, c'est très émotif le poids, puis c'est normal. Il y a plein de personnes qui refusent de se peser parce que ça en devient maladif. Mais en tant que tel, ce qui arrive, c'est que le poids, c'est quelque chose qui varie beaucoup parce qu'il y a plusieurs composantes qu'on va parler qui sont en lien avec le poids. Puis le chiffre sur la balance en tant que tel ne veut pas nécessairement dire une régression ou une progression vers un objectif ou un autre. Parce que c'est pas, tu sais, si on prend souvent l'objectif commun, c'est pas une question de poids, c'est une question de gras. Puis nous, c'est quelque chose que très rapidement dans la business, c'est quelque chose qu'on a essayé d'intégrer dans nos valeurs, c'est de faire comprendre que tu veux pas perdre du poids nécessairement, tu veux perdre du gras. C'est plus le gras qui dérange, c'est plus le gras qui va être nocif pour la santé et non pas le poids en tant que tel, disons-le comme ça. Donc, si on part de l'optique qu'on veut perdre du gras, la problématique, c'est que, mettons qu'on voit qu'on prend 3 livres, on se dit tout de suite « Ah, j'ai pris du gras » ou donc « Ah, j'ai pris du poids, j'ai pris du gras, ça va pas bien ». Mais la réalité, c'est que si on décortique le poids, c'est évidemment, le poids, c'est la charge de tout ton corps, en fait. C'est vraiment ça. Puis le gras, mettons, exemple, tu es quelqu'un qui est 20% de gras, bien reste que 20% de ton poids, c'est du gras. Mais il y a un autre 80% qui est sujet à beaucoup de variations, puis c'est surtout celui-là qui varie. Et donc, quand tu vois que ton poids augmente, tu commences à capoter, mais le gras en tant que tel, la variation de gras n'est pas genre subite, n'est pas du jour au lendemain. Le processus de prise de gras, on parle de, statistiquement, c'est quelque chose comme 3500 calories et en surplus égale une livre de gras, mais c'est un processus qui est long, puis tu ne manges pas 3500 calories de surplus à chaque jour, fait que c'est pas instantané que tu le prends en gras, fait que c'est très long. Fait que si d'une journée à l'autre, tu prends 3 livres, c'est rarement à cause du gras, mais c'est juste à cause des variations du reste du poids, parce qu'on se souvient que 20% de gras, mettons, c'est ton pourcentage, mais il reste 80% de ton poids qui est non expliqué. Mais ce 80%-là, on parle évidemment de la masse osseuse. On parle évidemment de toute l'eau dans ton corps, il y en a énormément. On parle aussi de la masse musculaire. Plein de choses qui peuvent être en lien avec justement le poids, comme la digestion, des problématiques hormonales qui font en sorte que tu gardes un petit peu plus d'eau, l'inflammation, ce genre d'affaires-là. Fait en tant que tel, je pense que les gens attribuent au poids ce qu'ils veulent attribuer au gras. Je sais pas si tu es d'accord. Eh oui, c'est ça qui arrive souvent. Puis lorsque justement on voit la donnée, ben nous on pense justement que OK, ben cette variation-là, c'est le gras, mais en réalité, le poids n'indique pas c'est quoi notre composition corporelle. Tu parlais justement des pourcentages de variation, mais on ne sait pas c'est quoi sur la balance, qu'est-ce que ça veut dire. Puis souvent, on peut avoir vraiment à court terme, quand on se pèse, avoir des peurs parce qu'on est comme, ben là, hier, je pesais 2 livres de moins, puis là, aujourd'hui, je suis 2 livres de plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais justement, un bon point que tu as amené, c'est que, normalement, d'un point de vue théorique, une livre de gras, c'est environ 3500 calories de manger en trop. Pas. Fait que si t'es quelqu'un qui a besoin de 2000 calories pour fonctionner dans la journée, c'est comme si tu avais mangé 5500 calories pour que tu aies pris une livre de gras.
Puis ça, c'est vraiment dans un monde très, très théorique parce que ça se peut que ta dépense en énergie est augmentée, etc. Fait que tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui font varier le poids au quotidien. Et je vais en énumérer quelques-uns juste pour vous donner un peu comme des images de qu'est-ce qui peut faire varier. Fait que premièrement, on aurait la consommation en sel. Déjà là en partant. Parce que la consommation en sel, ben, ça va créer d'une certaine manière une rétention d'eau pour avoir un équilibre au niveau de notre corps entre la quantité de pourcentage de sel qu'on a dilué. Tout simplement. Fait que si par exemple, moi dans mes habitudes, je suis quelqu'un qui mange vraiment pas salé, mais je décide d'aller manger une poutine, ben justement, la concentration en sel dans une poutine va être énorme par rapport à mon habitude, donc mon corps va devoir trouver son équilibre. Parce qu'on se rappelle que, indépendamment de ma volonté, de moi, qu'est-ce que je veux, mon corps va toujours essayer de trouver l'équilibre pour survivre. Fait qu'on a déjà le sel. On a la consommation d'alcool qui peut avoir un impact parce que l'alcool, en grande consommation, ça peut créer une déshydratation qui peut se prolonger pendant une semaine jusqu'à 7 jours. Fait que consommation d'alcool. On a notre quantité d'activité physique qu'on a fait parce qu'on peut perdre justement de l'eau à cause de la sudation, à cause de la transpiration. Et ce qui étonne beaucoup de personnes, puis même moi, en fait, ça m'a pris du temps avant juste de me le visualiser, c'est la quantité d'aliments qu'on a dans notre tract digestif. Parce qu'on imagine que tous les aliments qu'on mange, ça a quand même un poids. Et lorsqu'on l'ingère, ce poids ne se volatilise pas. Fait que si je décide de manger un gros bol de spaghettis, puis je pesais, mettons, mon assiette de spaghettis, puis ça me disait 500 grammes, mais quand je vais le manger, je vais avoir ce 500 grammes de plus en ce moment. Parce qu'on se rappelle, c'est quoi déjà la citation? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Parfait, super, j'avais peur de me tromper. Ben, c'est aussi le cas avec la nourriture. Fait que c'est pour ça que si tu te pèses au cours d'une même journée, tu vas voir énormément de variations. Fait que je donne un scénario, tu te pèses à jeun le matin après être allé aux toilettes. Ah, ben tu vas avoir un poids. Mais si tu t'étais pesé avant d'aller aux toilettes, ben là, par exemple, tu aurais le poids en moins de ton urine, puis tu aurais le poids en moins de tes selles, par exemple. Par la suite, tu décides de manger ton déjeuner, mais si tu décides de te peser après ton déjeuner, ben ton poids va encore être différent. Puis là, après, tu vas peut-être aller à la selle en après-midi, puis après, tu vas encore manger le soir. Et là, la question se pose, c'est que entre toutes les fois que tu t'es pesé, est-ce que c'était du gras que tu avais pris? Pas En théorie, vraiment. non. En théorie, non. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'exemple de la poutine, c'est un bon exemple. Mettons, en temps normal, ton souper, il y a environ 500 à 600 calories. OK? Puis là, tu décides d'aller manger 500 à 600 calories de poutine. Fait que techniquement, les calories sont les mêmes, right? Fait qu'une calorie étant une unité d'énergie, tu vas être pas mal comme tu es supposé d'être dans ta journée. Mais tu le sais, hein, quand tu manges une poutine, tu as soif, tu bois. Donc, le lendemain matin, tu te lèves, tu vas être 3 livres de plus. Mais techniquement, est-ce que tu penses que ton pourcentage de gras a changé? Pas vraiment. Ton gras n'a pas changé. Tu as eu le même nombre de calories, sauf que tu as eu tellement de sel que ton corps a dû compenser en gardant de l'eau, en te faisant boire de l'eau et en gardant de l'eau. Donc, c'est des choses qui sont importantes à considérer quand ton objectif, pour toi, c'est seulement le poids. Parce que c'est sûr que si tu te pèses dans ces deux extrêmes-là, tu vas être genre « Oh mon Dieu, j'ai pas progressé. Oh mon Dieu, ça va pas bien. » Puis c'est là que ça devient maladif. Mais le point, c'est qu'il faut que tu le vois d'une façon plus objective, d'une façon plus théorique et scientifique. C'est que le point, tu te poses la question, ben là, j'ai mangé 500 calories hier. Est-ce que c'est possible que j'aie un surplus de 3500 juste à cause de ma poutine, que j'ai mangé le même nombre de calories? Non. Voilà. Fait que c'est là. Puis tu sais, je veux dire, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à mentionner aussi. Mais les femmes en tant que telles, il y a beaucoup de débalancements hormonaux qui sont dus à les menstruations. Donc concrètement, c'est très possible que tu prennes 4 à 5 livres à cause de ça. Mais là, c'est démoralisant parce que tu prends 4 à 5 livres puis tu te dis, ben pourtant, j'ai tout fait comme du monde. Mais oui, tu as tout fait comme du monde, mais est-ce que c'est du 4 à 5 livres de gras? 4 à 5 livres fois 3500, c'est énormément de calories en surplus que tu n'as pas pris. Puis c'est pas du jour au lendemain que ça s'est passé, c'est plus une question de variation d'eau dans le corps. Ouais. Puis je vais juste mettre une petite variation parce que tu as parlé de débalancement hormonaux, mais c'est des changements hormonaux qui sont normaux. Là. C'est pas, oui, vous n'allez pas avoir la même concentration d'hormones, fait que c'est vraiment normal qu'il y ait des réactions physiologiques qui sont différentes, mais c'est pas nécessairement pas santé d'une certaine manière. Non. C'est très, très, très sain d'avoir des menstruations. Mais justement, c'est pour ça que d'un point de vue court terme, prendre le poids, oui, c'est une donnée qui peut être pratique parce qu'on veut le savoir pour notre esprit scientifique, collecter des données, mais s'il y a des changements au niveau du poids à court terme, malheureusement, c'est très difficile de tirer des conclusions.
Donc, c'est pour ça que généralement, dans un processus de perte de gras, ce n'est pas essentiel de se peser à tous les jours parce que justement, ça se peut que ça ait un effet négatif sur ton humeur. Puis ça, on voit ça quand même souvent. L'important, justement, vu qu'on sait que c'est une donnée qui est très variante, c'est de se concentrer plus souvent sur les actions que tu fais. Fait que si tu as fait les mêmes actions, justement, par exemple, tu fais les mêmes actions, tu as la même nutrition, le même niveau d'activité physique, la même hydratation, tu es dans un monde de licorne, tout va bien. Puis là, tu tombes dans ta semaine. Ben, tu as toutes tes actions, tu les as bien faites, c'est juste que malheureusement, tu as eu des changements hormonaux qui ont fait que tu avais un peu plus de rétention d'eau, un peu plus d'inflammation, etc. Ton poids a augmenté. Mais alors, félicite-toi quand même pour tes actions. Puis c'est là que tu dois justement regarder, OK, ben le poids finalement, ce n'est pas une représentation des actions que j'ai faites. Puis c'est là que les gens ont tendance à tomber dans une spirale de démotivation. Parce qu'en tant que tel, tu fais des efforts, puis c'est pas facile. C'est simple à comprendre les efforts que tu dois faire, mais dans le day-to-day, ça serait mentir de dire que c'est facile de tout le temps le faire, puis tout le temps être sharp sur tes affaires. Mais tu l'as fait pendant comme un mois, puis tu avais perdu du poids. Au début du mois, tu étais 140, puis maintenant, tu es rendu, mettons, 136. Puis c'est super cool, mais là, tu tombes dans ta semaine, puis tu es rendu 140. Fait que là, tu dis tout ce que j'ai fait pour rien. Non, pas du tout. Puis c'est là que la spirale est comme, ben, regarde, fuck off, rendu là, genre, je vais juste manger tout ce que je veux parce qu'anyway, ça fonctionne pas. Donc, là, tu reprends le gras que tu as perdu, mais à cause que tu t'es fié à 100% à la donnée qui est le poids, sans nécessairement l'analyser sur le plus long terme, en dézoomant un petit peu, en regardant plus le macro que le micro, ben, tu t'es démotivé. Puis en démotivant, ben là, oui, tu es allé reprendre le gras. Fait que, tu sais, c'est aussi de prendre, c'est une très bonne donnée, puis c'est ce on veut aussi parler dans ce podcast-là, c'est une bonne donnée à prendre en considération, mais c'est pas nécessairement une donnée à regarder à la loupe tout le temps. Puis c'est ce qu'on fait, c'est qu'on la prend à la loupe tout le temps. Puis on essaye de la prendre à la loupe, mais en réalité, on n'a pas d'informations. Puis je veux mettre en lumière un scénario qui arrive vraiment beaucoup dans un contexte de perte de gras parce que je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui comprennent c'est quoi la physiologie d'une perte de gras au départ qui est en fait liée à un déficit calorique. Fait que c'est quand même un peu avancé. Par contre, je trouve que c'est super pertinent. Puis quand on prend le temps de mettre les bons mots, on a tendance à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir des variations de poids aussi importantes quand on rentre dans un processus de perte de gras. Fait que pour faire simple, on en parle souvent dans notre podcast, perte du gras, c'est une question d'équilibre énergétique. On veut créer un déficit en calories par rapport à notre dépense. Déjà là, ça c'est le processus de base. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un déficit calorique? Quand on rentre dans un déficit calorique, notre corps, il va se dire, OK, on me donne moins de nourriture. Donc, je vais devoir puiser dans mes réserves d'énergie. Par contre, nos réserves d'énergie, on n'a pas juste notre gras comme source. On a nos muscles qui sont des réserves de protéines que, idéalement, on ne voudrait pas utiliser. On a nos réserves de graisse, bien entendu, mais on a aussi nos réserves de glycogène. Les réserves de glycogène, c'est en fait des glucides qui sont stockés. Puis pour les stocker, on a besoin d'eau. Donc, on a cette belle combinaison-là et le principal lieu de stockage, c'est nos muscles. Par la suite, on a le foie. Maintenant, moi, j'ai décidé d'être en déficit calorique, ça fait environ une semaine. Puis là, je me pèse sur la balance au début. Puis là, OK, on va prendre ton exemple, j'étais à 140 livres. Là, ça fait une semaine. Puis là, hey, je suis rendu à 136 livres. Mais là, on va faire le processus inverse. Est-ce qu'on pose ma question? Mais là, je n'ai pas été en déficit calorique de 4 fois 3500 calories dans cette semaine-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on rentre dans un processus de déficit calorique, notre corps va aller utiliser les réserves d'énergie qui sont les plus accessibles, qui est nos réserves de glycogène. Et ça, dans le fond, on a environ en moyenne 400 grammes. Pour faire simple dans le scénario, je vais te dire qu'on a 1 livre de glycogène dans notre corps qui est stocké. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Par la suite de ce 1 livre-là, pour le stocker, j'ai besoin d'environ 3 à 4 livres d'eau. Fait que là, on s'entend que je suis rendu à 4-5 livres de glycogène et d'eau ensemble. Justement, comme je suis dans un déficit calorique, je vais vouloir épuiser mes réserves de glycogène. Mais ce qui arrive, c'est que puisque je donne moins de calories à mon corps, eh bien, je ne suis plus capable de toujours refaire mes réserves de glycogène. Donc, leur niveau s'épuise et donc je perds du sucre et de l'eau rapidement dans ma première semaine. C'est pour ça qu'on voit des variations de poids qui sont énormes dans la première semaine. Puis par la suite, plus les semaines avancent, bien, plus la perte elle est
elle est diminuée. Fait que par exemple, après, ça va être 0,8 livres, 1 livre. Et là, on pourrait dire, OK, je suis dans la bonne direction, je dois perdre du gras dans ce processus. Fait que ça, c'est vraiment les premières étapes. Donc, c'est normal que dans la première semaine, on ait une grosse perte de poids quand on rentre dans un déficit calorique. Et souvent, c'est un bon indicateur pour dire, hey, OK, je suis rentré dans un déficit dans ma première semaine. Par contre, qu'est-ce qui arrive si une journée, je m'en vais en surplus? Ben, c'est ça le point. C'est que, tu sais, si on fait tout le temps l'inverse, on va juste le voir de l'inverse, une journée où tu t'en vas en surplus parce que tu te dis, regarde, c'est le resto, c'est la fête de mes triplettes, puis on s'en va au McDo. Cool, fantastique. Puis que tu manges quand même plus. Ben, tu sais, les réserves que tu venais juste de vider, ben, veux pas, ton corps veut que tu survives. C'est ça l'idée, c'est ça son but, lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ça, puis il va juste tout simplement re-remplir tes réserves de glycogène que tu avais si bien vidées. Mais là, on se souvient que Simon a dit 1 gramme de glycogène, 3 à 4 grammes d'eau. Donc, si on remplit, mettons, pour le bien de ce podcast, on remplit 1 livre de glycogène encore, bien, on va être en mesure d'avoir 3 à 4 livres d'eau qui va s'ajouter à ça. Et donc, le 5 livres que tu as tant struggle pour perdre, mais en fait que c'était vraiment rapide parce que tu as vidé tes réserves, bien, tu le reprends. Fait que là, tu regardes le poids le lendemain ou le surlendemain, tu es comme « Wow, je pèse 5 livres de plus, oh my god, j'ai juste fait un resto puis je pèse 5 livres de plus, c'est tellement difficile. Mais c'est juste que c'était pas du gras. C'était des réserves de glycogène, c'était de l'eau, tu as perdu de l'eau. C'est aussi la loupe que les gens ont tendance à avoir avec la diète keto. Parce que keto t'enlève vraiment tous les glucides et donc le glycogène, c'est quelque chose qui s'épuise quand même assez rapidement et donc tu perds comme 8 livres la première semaine. Ben, tu sais, mettons un 6, là, on va rester réaliste. Puis là, tu es comme « Wow, OK, keto, ça marche! » Non, c'est le déficit calorique. Tu as perdu tes réserves, tu n'as pas perdu du gras. Fait que, puis c'est souvent, c'est que plus que ça avance, plus que tu vas être rendu à 0,8 à 1 livre par semaine, ce genre d'affaires-là. Puis là, tu es comme « Ah, mais là, ça marchait tellement plus les premières semaines, qu'est-ce que je fais de mal maintenant? » Puis là, tu stresses. Mais le point, c'est juste de comprendre comment le poids fonctionne. Puis une fois que tu perds tes réserves, oui, OK, tu vas continuer à perdre du gras au même rythme, mais tu n'as plus de réserves à perdre et donc tu n'as plus d'eau à te départir nécessairement. Fait que c'est juste ça à prendre en considération. Puis, pour faire référence, ça c'est une manière de visualiser, mais concrètement, ton muscle, tu t'épuises pas, tu n'as pas 0 g de glycogène dans ton corps. C'est juste une manière de le visualiser. Puis, justement, tu parlais de la diète keto, mais moi, je vais faire un pont avec ça pour dire justement tout ce qui est processus de détoxification. Fait que souvent, on voit ça des jus détox pour justement perdre du poids. Puis en fait, c'est le même processus qui s'applique. Souvent, on va faire des détox pendant 7 jours, par exemple. En fait, souvent, on va se faire vendre des détox pour 7 jours, par exemple. Puis ce qui va arriver, c'est que on va avoir moins de nourriture dans notre tract digestif parce que ça va être principalement, par exemple, à base de liquide ou à base de ketones ou plein d'affaires. Donc, on va moins de nourriture dans le tract digestif, moins de poids naturellement. On va épuiser. Écoute, là, on donne vraiment pas beaucoup de nutriments à notre corps. Fait que là, on va certainement épuiser nos réserves de glycogène. On va avoir beaucoup moins de glucides et d'eau qui vont être stockés dans nos muscles. Donc, nécessairement, dans 7 jours, on va perdre du poids. Mais est-ce qu'on aura vraiment perdu du gras durant cette période-là? Pas de manière encore significative. On a juste pris, encore une fois, on va avoir une perte de gras qui va être à la hauteur du déficit. Mais si tu ne manges pas, tu es en déficit calorique, c'est sûr, mais quand tu vas retourner à tes habitudes normales, mais malheureusement, on va revenir avec la même situation. Puis, en fait, pour faire du poids là-dessus, une autre chose super importante, souvent, ces diètes-là, c'est des jus qui sont très peu protéinés. Fait que tu vas perdre du poids encore plus rapidement, sachant qu'il n'y a rien qui protège ta masse musculaire en ce moment. Fait que tu vas aussi perdre les réserves de masse musculaire. Fait que là, tu as perdu tes réserves de glycogène, tu as perdu tes réserves de masse musculaire, évidemment, un petit peu de réserve aussi de gras. Fait que ton poids tombe très vite. Mais là-dedans, c'est juste le gras à la base que tu voulais diminuer. C'était pas la masse musculaire, tu comprends? Fait que c'est pour ça aussi que ce genre de diète ou de façon de faire sont très prévalentes, c'est que ça donne des résultats rapides techniquement sur la balance, mais il se fie au fait que les gens regardent juste la balance. C'est ça le point. C'est que ça ne nous dit pas c'est quoi la composition corporelle. Puis, je reviens un peu sur mon déficit calorique aussi parce que souvent, l'objectif, c'est de perdre du gras. Puis souvent, on a un objectif sur la balance qui est d'atteindre un chiffre. Comme souvent, là, les gens vont nous dire moi, en ce moment, je suis 200 livres, j'aimerais ça atteindre 150. Parfait. Fait que là, OK, il y a cet objectif-là, blablabla, on sera à 150 livres. Par contre, qu'est-ce qui arrive quand on sort du déficit? Ben là, c'est sûr que quand tu vas ressortir de ton déficit, tu vas prendre du poids. On en a parlé, tu vas refaire tes réserves de glycogène. Donc, l'idée d'avoir ton 150 livres, ça ne veut pas dire que parce que là, tu es retourné à une alimentation normale en maintenance, que
là, tu aurais pris 5 livres de gras parce que souvent, les gens, ils capotent, sont comme, faut que je reprenne lentement l'alimentation parce que, ben là, ça se peut que je reprenne du poids, mais le poids qui aurait été pris, ça n'aurait pas nécessairement été du gras aussi. Tu vas le reprendre, ton poids. Puis, tu sais, je veux dire, en ce moment, je suis en fin de cut, je suis à environ 152 livres. Puis, techniquement, je vais bientôt avoir une journée où je vais pouvoir manger beaucoup plus, un refeed qu'on appelle. Mais le lendemain, le surlendemain, je risque de peser 3 à 4 livres de plus, là. Parce que mes réserves sont juste un petit peu plus pleines qu'ils sont en ce moment, qui sont totalement vides en ce moment. Fait que ça se peut que mon poids il explose. Ben, il explose, c'est une façon de parler. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je pensais que j'avais perdu, mettons, 13 livres de gras. Ben, t'as perdu 13 livres de poids, mais t'as peut-être pas perdu 13 livres de gras. C'est correct. Mais le point, il faut pas te capoter avec ça. C'est pas, j'ai juste mangé un resto, donc j'ai repris mon 6 livres. Non, c'est correct. C'est toujours le même processus physiologique. Puis là, dans le fond, la question se pose quand même, pourquoi est-ce qu'alors on utilise autant le poids comme progression, comme unité de mesure pour voir le progrès? Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un objectif de développement musculaire ou un objectif de perte de gras, c'est que la problématique, c'est que le poids à court terme, ça ne donne pas beaucoup de données significatives. Par contre, si on s'en va à long terme, ben là, on peut avoir plus de données qu'on peut comparer et observer des tangentes. Fait que si l'objectif, c'est de perdre du gras, si, par exemple, le mois 1, tu étais à X, tu étais par exemple à 140, à 150 livres, puis après, dans 2 mois, on va dire 3 mois pour être généreux, tu es à 143 livres. OK, mais dans cette période-là, on pourrait observer qu'on a une tangente vers la baisse pour réduire le pourcentage de gras. Par contre, ça se peut que dans ce laps de temps-là, tu as fait 151, 147, 144, puis là, tu as remonté, etc. Fait qu'on veut observer des tangentes, puis on voudrait observer l'inverse dans un contexte de prise de masse musculaire. Fait que c'est vraiment juste une unité de progression et on veut voir des tangentes au long terme. Si vous ne voyez pas de tangente au long terme, ben, c'est quand même une opportunité pour réévaluer les actions qu'on fait. 100%. Ce que je veux mentionner aussi, c'est que le poids, c'est une unité de mesure facile à faire. Tu sais, calculer ton pourcentage de gras à chaque semaine, tu peux pas vraiment te le faire à toi-même. Tu as besoin de quelqu'un. Le poids, c'est facile. C'est quand même quelque chose qui est pas nécessairement toujours valide à cause qu'il y a beaucoup de données aberrantes, mais c'est quand même fiable si tu utilises la même balance dans les mêmes contextes. On s'entend dans les mêmes contextes. Si c'est le soir, un samedi soir, vs le samedi matin à jeun, pas le même contexte du tout. Donc, c'est quelque chose qui est facile à prendre puis que tu peux toi-même prendre assez efficacement. Puis, une autre chose, c'est qu'il faut prendre en considération, puis c'est ce que Simon a dit, c'est de voir des tangentes. C'est ce que les études scientifiques poussent à faire. C'est que dans les graphiques d'études scientifiques, qu'on voit, mettons, quelque chose qui monte puis quelque chose qui descend, il y a des données aberrantes. Mais les données aberrantes sont souvent encerclées autour, puis on vise une ligne pour voir, OK, bien, la tendance, excuse-moi, va vers le haut ou elle va vers le bas. Puis il va y avoir des données en haut, en bas, un peu. Il y en a toujours. Mais c'est si tu te fies seulement à ces données-là, c'est là que tu deviens un petit peu comme obsessif par rapport à ça. Fait que fie-toi à, ma courbe va vers le haut, ma courbe va vers le bas. Ouais. Puis, je prends le temps aussi de dire que le fait de se peser, ça a quand même été étudié dans un contexte de perte de gras. Et les gens qui ont tendance à quand même à se peser plus fréquemment ont tendance à faire plus d'auto-évaluation de leurs actions pour leur amener à des résultats. Donc, souvent, c'est une tangente qui est quand même utile. En fait, c'est un outil qui est pratique pour ça. Parce que aussi, on a l'autre aspect que si on n'évalue jamais nos progrès, où est-ce qu'on est rendu, bien, ça se peut qu'on investisse des efforts puis qu'on n'ait pas les résultats, puis là, ça devient justement frustrant. D'ailleurs, je voulais vous partager un peu une frustration que j'avais eue, puis ça m'amène au point, avec la prise de masse, là, comment on se fie à la balance? Et ça, c'est une erreur vraiment fréquente qui arrive, c'est qu'on se dit « Hey, moi, il faut que je fasse la plus grosse bulk de ma vie parce que je veux voir mon poids bouger rapidement. » Ah, ça me soulèque. Et un peu comme la Sam Sulek, là. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que perdre du gras, c'est quelque chose qui est assez qualitatif. Tu sais, quantitatif, pardon. Fait qu'on peut avoir une certaine forme d'estimation puis voir justement quelle quantité de calories nous amène quelle quantité de résultats ou la largeur du déficit, etc. Par contre, prendre de la masse musculaire, c'est un processus qui est beaucoup plus lent et qui n'est pas aussi facilement estimable. C'est pas parce que tu manges 500 calories en surplus que là, hey, tu vas bâtir plus de masse musculaire. Donc souvent, si je donne des barèmes, un débutant va peut-être gagner dans sa première année d'entraînement entre 1 à 2 livres par mois si c'est un homme, la moitié pour une femme. Et par la suite, après, ça va rapidement à 0,5 livres à 1 livre par mois pour les 2 années suivantes. Puis après, ça s'en va de plus en plus bas. Donc, même si tu as pris 5 livres dans ton premier mois, il y a des fortes chances que ce ne soit pas de la masse musculaire quand tu es en prise de masse. Donc, le poids, c'est quelque chose qu'il faut quand même pas se détacher parce que c'est une donnée quand même.
Par contre, puisque les changements sont à beaucoup plus petite échelle, c'est difficile de s'y fier. Puis je vais donner un exemple que justement j'ai vécu avec mon coach justement parce que moi je suis en prise de masse et je me suis rendu à une étape où est-ce que j'étais le même poids qu'il y a 8 mois. Puis j'étais comme, ben voyons, j'ai mis autant d'efforts. Puis pourtant, je connais tous les principes derrière le changement de poids, mais c'est émotionnel. Puis là, j'étais comme, hey, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais pas correct? Est-ce que je suis condamné à pas développer de la masse musculaire? Bref, tout ce scénario-là. Mais j'étais super chanceux parce que j'avais d'autres données, justement, que juste le poids. Fait que je savais que visuellement, il y avait une progression. Même si le poids, ça l'affectait mon mental, j'étais comme, hey, non, mais ça paraît dans mes photos de progression. Ça paraît dans mes charges que ça l'a augmenté. Ça paraît dans mon pourcentage de gras parce que j'ai perdu du pourcentage de gras dans ce processus-là. Puis si tu calculais les circonférences aussi, probablement que tous tes muscles étaient plus gros aussi. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut apprendre puis à se détacher justement de ça. Puis parfois, ça se peut que ça nous affecte. Mais justement, si on a d'autres données, ça peut être vraiment rassurant. Puis vraiment, OK, ben j'ai des vrais progrès. Fait que souvent aussi, c'est pour ça qu'on encourage de ne pas juste avoir une seule manière de prendre des données, qui est par exemple le poids. Parce que sinon, on peut faire dire ce qu'on veut au poids, puis ça peut nous affecter comme on le voudrait bien, d'une certaine manière. Puis on va le moduler de la façon qu'on veut le moduler. Là. Si tu te sens pas bien cette journée-là, tu vas trouver une façon de faire « Ah, ben mon poids fonctionne. » Tu sais, mettons « Ah, c'est parce que j'ai perdu de la masse, je suis frustré. Ah, c'est parce que j'ai pris du gras. » Regarde. Fait que c'est pour ça que Simon t'a dit quelque chose, puis après tu t'as dit « Oh non, finalement non, détachez-vous pas. » T'as dit « Il faut se détacher du poids. » Après t'es comme « Non, mais il faut pas se détacher parce que c'est une bonne donnée. » Non! Moi, selon moi, il faut se détacher. Se détacher ne veut pas dire que tu prends pas la donnée. Ouais. Se détacher veut dire que voilà ton résultat, puis c'est pas quelque chose qui t'affecte dans le day-to-day, c'est quelque chose que tu vas pouvoir regarder sur le long terme. Mais il faut que tu te détaches du poids. Il faut que tu le prennes en considération, mais que tu te détaches, parce que émotionnellement attaché au poids, c'est quelque chose qui peut juste, selon moi, amener des frustrations, parce qu'on va le moduler pour que ça nous amène des frustrations, parce qu'on veut que ça aille plus vite, ou parce que des fois, il va augmenter. T'sais. Exactement. Puis justement, après, c'est aussi voir si on a un plan d'action qui est en place, puis les actions sont là, ben, tu es dans la bonne direction déjà en partant. Fait que c'est pas juste une question justement de perception de poids, puis on a tous des changements d'humeur, on a tous des moments de faiblesse par rapport à ça. Mais le poids, ça demeure une donnée qui ne dit pas grand-chose. On peut juste observer des tangentes à long terme. Donc aujourd'hui, on a vraiment fait le tour de la majorité des points qui peuvent affecter le poids, puis j'espère que ça t'a aidé à comprendre d'une certaine manière comment est-ce que ça varie au quotidien et pourquoi à court terme, ce n'est pas une donnée qui est très pratique par rapport à la définition ou par rapport à ta composition corporelle. Par contre, au long terme, ça a quand même son utilité puis ça permet justement d'auto-évaluer nos actions. Si tu es dans une situation où est-ce que justement tu sens que tu es un peu vulnérable, par exemple, tu es beaucoup affecté par ton poids puis tu ne sais pas si tes actions sont les bonnes, ben n'hésite pas à nous écrire. On encadre des gens à faire ça à l'année longue. Donc, n'hésite pas à nous écrire. Écris à coachj.kindvel sur Instagram ou à moi-même à coachsim.kindvel puis ça va nous faire plaisir de te faire un retour. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.